Ma copine m'a dit que je n'étais pas sa priorité, alors qu'elle se préparait pour un voyage avec ses amis garçons. Je suis donc parti sans rien dire. Lorsqu'elle est revenue en me suppliant de recoller les morceaux, j'ai découvert qu'elle prévoyait déjà un autre voyage. Cela s'est passé il y a environ 3 semaines, et je reçois encore des messages de sa part, ainsi que de ses amis, me disant que je dois lui parler et arranger les choses. Honnêtement, je pense avoir géré cette situation comme il fallait, et je ne comprends pas pourquoi tout le monde pense que je suis le mauvais dans l'histoire. Sarah et moi sommes ensemble depuis 2 ans et 3 mois. Nous avons tous les deux 26 ans, et jusqu'à cette histoire, je pensais que notre relation était assez solide. On habite à environ 40 minutes l'un de l'autre, ce qui n'est pas idéal, mais on faisait en sorte que ça fonctionne. Elle a ce groupe d'amis de la fac auquel elle tient beaucoup, et ça ne m'a jamais dérangé, car tout le monde a besoin d'amis, n'est-ce pas? Mais aujourd'hui, je réalise qu'il y avait des signes que j'aurais dû voir plus tôt. Le groupe compte 6 personnes, 3 filles et 3 garçons. Ils ont tous fréquenté la même université publique et se connaissent depuis la première année. Les garçons s'appellent Marcus, Tyler et Josh. Pour être honnête, Marcus ne m'a jamais vraiment inspiré confiance, mais je n'ai jamais rien dit, car je ne suis pas le genre de petit ami qui veut décider avec qui sa copine peut passer du temps. Marcus est le genre de gars qui pense être plus drôle qu'il ne l'est réellement. Il fait souvent des remarques qui frôlent la limite de l'inapproprié, sans jamais vraiment la franchir. Par exemple, il dit que Sarah est jolie dans une certaine tenue, puis ajoute que ce n'est qu'un avis sincère entre amis. Ou bien il plaisante en disant que j'ai de la chance de la voir, mais d'un ton qui laisse entendre que je ne la mérite pas. Tyler et Josh sont plutôt normaux. Tyler est en couple avec sa copine Emma depuis environ 4 ans, et Josh est célibataire, mais il ne crée pas de drame. Marcus, lui, est célibataire depuis 1 an et demi. Depuis sa dernière rupture, il est devenu de plus en plus étrange dans sa façon de gérer les limites avec les filles du groupe, pas seulement avec Sarah. Les choses ont commencé à se gâter il y a environ 6 mois, quand ils ont décidé d'organiser un grand voyage en Floride pour les vacances de printemps. Je savais qu'ils étaient proches, et qu'ils avaient l'habitude de partir ensemble depuis leurs années d'études. Au départ, Sarah m'a demandé si je voulais venir, j'ai dit oui, car j'aime voyager et je pensais que ce serait une bonne occasion de mieux connaître ses amis. Mais 2 semaines plus tard, elle m'a dit qu'en fait, ce serait peut-être mieux si le voyage restait entre le groupe d'origine, car ils avaient déjà tout réservé à 6. J'étais un peu contrarié, mais je comprenais. Parfois, les amis veulent rester entre eux. Je n'ai pas voulu en faire une histoire, alors je lui ai dit d'en profiter. J'ai même commencé à organiser un voyage avec mes potes pour cette même semaine, voyage qui n'a d'ailleurs jamais eu lieu. Ensuite, j'ai trouvé étrange le temps qu'elle passait à planifier ce séjour. Chaque jour, elle était dans une conversation de groupe, parlant de ce qu'ils allaient faire, où ils allaient manger, dans quel bar sortir, quelles activités à la plage ils prévoyaient. Je parle de plusieurs heures chaque jour. Elle écrivait sur son téléphone du matin jusqu'au soir. Même quand nous passions du temps ensemble, en regardant un film ou en dînant, elle consultait constamment ses messages pour répondre au groupe. Je me suis senti en concurrence avec ce voyage pour obtenir son attention, et ce n'est pas un bon sentiment dans une relation. Je ne voulais pas être celui qui se plaint que sa copine ait des amis ou qu'elle soit excitée par un voyage. Alors je n'ai rien dit, pensant que tout reviendrait à la normale une fois le voyage terminé. 1 mois avant le départ, Sarah m'a raconté que Marcus avait proposé qu'il fasse des t-shirts assortis pour le groupe, avec une blague de l'époque de la fac imprimée dessus, et leur prénom au dos, comme une équipe de sport. Elle m'a montré le modèle, et franchement, c'était plutôt embarrassant, mais si cela leur faisait plaisir, pourquoi pas. Ensuite, elle m'a dit que Marcus avait aussi suggéré qu'ils se fassent tous des tatouages temporaires avec le même motif, juste pour les photos du voyage. J'ai trouvé cela un peu excessif. Ils ont 26 ans, pas 19. Mais une fois de plus, je n'ai rien dit, car je ne voulais pas passer pour le copain qui gâche le plaisir. La semaine avant le départ, Sarah s'est pratiquement installée chez moi, disant que c'était plus pratique pour faire ses bagages car j'avais plus d'espace. Mais en réalité, elle passait toutes ses journées sur son téléphone dans la conversation de groupe. Elle restait dans mon lit à faire défiler des centaines de messages sur des sujets sans importance, comme s'il fallait emporter une glacière à la plage ou à quelle heure il devrait partir dîner. Je me sentais invisible chez moi. Et c'est là que j'ai compris que ce n'était pas simplement de l'enthousiasme pour un voyage entre amis. Elle accordait plus d'importance à ce voyage et à tout ce qui s'y rapportait qu'à moi et à notre relation. Pourtant, je n'ai rien dit, pensant toujours qu'après, tout reviendrait à la normale. La veille du départ, Sarah courait dans mon appartement pour finir sa valise. Elle avait mis son téléphone sur haut-parleur, et j'entendais toute la conversation du groupe. Ils parlaient de ce qu'ils allaient porter pour le premier dîner au restaurant.
Marcus faisait des remarques sur le fait qu'il avait hâte de voir les filles bien habillées, et qu'ils allaient attirer tous les regards. Puis Marcus a dit à Sarah de ne pas oublier sa robe noire, celle dont il parlait. Sarah a souri et a répondu qu'elle l'avait déjà mise dans sa valise. Et moi, je me suis demandé ce qui se passait. Pourquoi Marcus parlait-il des vêtements de ma copine, et pourquoi elle souriait comme s'ils avaient une blague privée à ce sujet. Le lendemain matin, c'est là que tout est parti complètement de travers. Sarah s'est réveillée vers 6 heures, alors qu'il ne devait partir qu'à 10 heures, parce qu'elle voulait être sûre d'être parfaite pour le voyage. Elle est restée dans ma salle de bain pendant 2 heures d'affilée à se coiffer et se maquiller. Et je n'exagère pas en disant 2 heures, car j'étais allongé dans mon lit à regarder l'heure toutes les 15 minutes, me demandant quand elle allait enfin sortir. Pendant qu'elle se préparait, elle avait posé son téléphone sur le comptoir de la salle de bain, et elle faisait un appel vidéo avec les filles du groupe pour parler tenue et maquillage. J'entendais toute la conversation, c'était uniquement des discussions sur leur excitation, sur le fait que ce voyage allait être le meilleur de tous, qu'elle l'avait préparé depuis des mois. Ensuite, Marcus a rejoint l'appel vidéo. Il a commencé à dire des choses comme « Mesdames, vous êtes toutes magnifiques ce matin, j'ai hâte de voir vos tenues de voyage. » Sarah riait et lui disait d'arrêter, mais avec ce ton taquin qui ne voulait pas vraiment dire d'arrêter, tu vois ce que je veux dire. J'étais de plus en plus agacé en entendant tout ça, mais j'essayais de rester calme. Alors, je me suis levé, j'ai préparé du café et le petit déjeuner pour nous deux, en me disant qu'on pourrait peut-être passer un bon moment ensemble avant qu'elle ne parte. Je l'ai appelée depuis la cuisine pour lui dire que le petit déjeuner était prêt. Elle m'a crié qu'elle allait sortir dans quelques minutes. 20 minutes plus tard, elle était encore dans la salle de bain. Et maintenant, ils parlaient tous d'un bar où ils voulaient aller le premier soir. Marcus disait qu'il avait hâte d'être le garde du corps de Sarah, au cas où des hommes viendraient lui parler. Et Sarah a répondu quelque chose comme « Je peux me débrouiller, mais merci de veiller sur moi. » Et ils riaient tous. C'est là que j'ai commencé à me dire que ça devenait vraiment absurde. Je suis allé frapper à la porte de la salle de bain, je lui ai dit que son petit déjeuner était en train de refroidir, et je lui ai demandé si elle pouvait peut-être finir de se préparer pour qu'on puisse passer un petit moment ensemble avant son départ. Elle a entrouvert la porte juste assez pour passer la tête, et elle m'a dit qu'elle avait presque fini, mais que c'était important, parce qu'ils coordonnaient leur tenue pour les photos. Je lui ai dit que j'avais préparé son petit déjeuner préféré, et que j'espérais qu'on pourrait manger ensemble et discuter un peu, puisqu'elle allait être absente pendant une semaine. Elle m'a regardé comme si j'étais déraisonnable, et elle m'a dit « Chérie, je suis en train de me préparer, on peut parler quand je rentre. » Je suis retourné dans la cuisine, debout devant ce bon petit déjeuner que j'avais préparé, et qui refroidissait sur le plan de travail. Je pensais au fait que je n'avais presque pas eu de vraie conversation avec ma copine depuis des semaines, parce qu'elle était complètement absorbée par la préparation de ce voyage. Et je l'entendais encore dans la salle de bain, en train de parler avec Marcus et les autres de leur plan. Et là, j'ai réalisé que je me sentais comme un étranger dans ma propre relation. C'est à ce moment-là que j'ai décidé qu'il fallait avoir une discussion avec elle, pas une dispute, juste une discussion sur les priorités et la communication. Lui dire que je me sentais déconnecté d'elle ces derniers temps, et que je pensais qu'on devait faire plus d'efforts pour donner la priorité à notre couple. Quand elle est enfin sortie de la salle de bain, elle était vraiment superbe, il faut le reconnaître. Je lui ai dit qu'elle était très belle, et je lui ai demandé si on pouvait s'asseoir ensemble, prendre le petit déjeuner et discuter un peu. Elle a tout de suite regardé son téléphone, et elle a dit que le groupe allait bientôt partir, et qu'elle devait finir de mettre les dernières affaires dans sa valise. Je lui ai dit que je comprenais qu'elle était excitée par le voyage, mais que j'avais l'impression qu'on n'avait pas été vraiment connectés depuis plusieurs semaines, et que j'aimerais qu'on en parle. Elle marchait dans l'appartement, attrapant des objets au hasard, les mettant dans sa valise, et elle m'a répondu « Mais qu'est-ce que tu veux dire, on a passé du temps ensemble tous les jours. » Je lui ai expliqué que oui, on était physiquement au même endroit, mais qu'elle était constamment sur son téléphone avec le groupe, et que j'avais l'impression que toute son attention était centrée sur ce voyage, et pas sur nous. Je lui ai dit que je ne voulais pas gâcher son plaisir ou la faire se sentir coupable d'être enthousiaste, je voulais juste être sûr que notre relation restait une priorité pour elle. C'est là qu'elle a arrêté de faire sa valise, et qu'elle m'a regardé avec une expression comme si je venais de dire quelque chose de complètement déraisonnable. Elle m'a dit, bien sûr que notre relation est une priorité, mais ce voyage a lieu maintenant, et je dois me concentrer sur les préparatifs, on parlera de tout ça à mon retour. Je lui ai répondu que c'était exactement ce dont je parlais, qu'elle traitait notre relation comme quelque chose qu'on peut mettre de côté dès qu'autre chose de plus excitant se présente. Elle a pris un ton défensif et a dit, ce n'est pas ce que je fais, tu exagères. Alors je lui ai demandé directement, là, en ce moment, quelle est ta priorité numéro 1 ? Elle n'a même pas hésité avant de dire,
me préparer pour ce voyage, et faire en sorte de ne rien oublier d'important. Je lui ai demandé où se situait notre relation dans sa liste de priorités à cet instant. Et elle a réfléchi une seconde avant de dire, notre relation est importante, mais elle ne va nulle part, ce voyage ne se reproduira pas. Et là, ça m'a frappé comme un coup en plein cœur. Elle venait de me dire en face que notre relation n'était pas sa priorité. Pas qu'elle faisait partie de ses priorités, non. Elle n'était carrément pas sa priorité. En gros, elle disait que notre couple serait toujours là, donc elle pouvait l'ignorer à chaque fois que quelque chose de plus amusant arrivait. Je suis resté là 1 minute, à assimiler ce qu'elle venait de dire. Et j'ai compris que ce n'était pas juste une question de cette discussion ou de ce voyage, c'était une question de vision globale de notre relation. J'étais le choix sûr, celui qui serait toujours là en arrière-plan, pendant qu'elle mettait en avant tout ce qui était plus excitant ou plus immédiat. Alors je l'ai regardée et je lui ai dit, d'accord, si c'est comme ça que tu vois les choses, je comprends. Elle n'a même pas réalisé que j'étais blessé. Elle a juste répondu, bien, je suis contente que tu comprennes, puis elle a repris ce qu'elle faisait. Je suis allé dans la cuisine et je me suis assis à table, devant le petit déjeuner que j'avais préparé et qui était maintenant complètement froid. J'ai commencé à réfléchir à tout ce qui m'avait mené jusqu'à ce moment. Des mois à avoir l'impression de devoir me battre avec ses amis pour obtenir son attention. Des semaines à l'avoir privilégié la préparation de ce voyage plutôt que de passer du temps de qualité avec moi. Et maintenant, elle venait de me dire directement que notre relation n'était pas sa priorité. Et là, j'ai compris que j'en avais assez. Pas forcément assez de la relation elle-même, mais assez d'être traité comme un choix facultatif. Assez d'être ce type qui est toujours là, uniquement quand elle a du temps libre après tout le reste. Alors j'ai pris une décision, là, à la table de la cuisine. Si je n'étais pas sa priorité, alors je n'allais plus faire comme si elle était la mienne. Si notre relation pouvait être mise entre parenthèses chaque fois que quelque chose de plus excitant arrivait, alors moi aussi je pouvais la mettre entre parenthèses. Je me suis levé de table, je suis allé dans la chambre et j'ai commencé à faire une valise. Sarah était dans le salon, toujours en train de courir à droite à gauche pour finir de faire ses bagages, en parlant au téléphone avec le groupe au sujet de leur point de rendez-vous. Je suis sorti avec ma valise, et elle m'a regardé avec étonnement en me demandant où j'allais. Je lui ai dit que j'allais rendre visite à mon frère à Denver pour quelques jours. Elle m'a demandé pourquoi je partais maintenant, juste au moment où elle s'apprêtait à partir pour son voyage. Je lui ai répondu que ça me semblait être le bon moment, puisqu'elle allait être occupée avec ses priorités. Elle m'a demandé si quelque chose n'allait pas, et je lui ai dit que non, que je comprenais très bien ses priorités, et que je prenais simplement mes propres décisions en fonction de cette compréhension. Elle m'a regardé comme si elle essayait de deviner si j'étais sarcastique, mais j'ai gardé un ton parfaitement neutre, posé, presque détaché. Son téléphone s'est alors mis à sonner, c'était Marcus qui appelait pour lui dire qu'ils se retrouvaient tous chez Tyler dans une demi-heure pour charger les voitures. Elle a répondu en lui disant qu'elle arrivait bientôt, puis elle a raccroché et m'a dit qu'elle devait partir tout de suite. Je lui ai souhaité un excellent voyage, et j'ai ajouté que j'espérais qu'elle obtiendrait tout ce qu'elle avait choisi de privilégier. Elle m'a donné un petit baiser rapide, en disant qu'elle m'appellerait quand il serait arrivé en Floride, puis elle a pris ses affaires et elle est partie. Dès que sa voiture a quitté mon allée, j'ai appelé mon frère Jake à Denver. Je ne lui avais pas parlé depuis environ 2 mois, mais on a toujours été très proches, et je savais que je pouvais rester chez lui quelques jours si j'avais besoin de m'éloigner et de réfléchir. Jake a décroché, je lui ai dit que j'avais besoin de quitter la ville pour quelques jours, et je lui ai demandé si je pouvais venir chez lui. Il a tout de suite compris que quelque chose n'allait pas, parce que ce n'est pas dans mes habitudes de partir comme ça sans prévenir. Mais il ne m'a pas posé de questions, il s'est contenté de dire bien sûr, et il m'a dit de faire attention sur la route. J'ai jeté ma valise dans la voiture, et j'ai pris la route en direction de Denver. Il y a environ 6 heures de route depuis chez moi, et j'ai eu tout le temps de réfléchir à tout ce qui s'était passé. Plus j'y pensais, plus je réalisais que ce que Sarah m'avait dit à propos de ses priorités, ce n'était pas une parole dite sur un coup de tête. C'était sincère. Elle exprimait ce qu'elle ressentait vraiment. Et j'ai commencé à repenser à tous les moments de ces derniers mois où je m'étais senti relégué au second plan, derrière d'autres choses dans sa vie. Je suis arrivé chez Jake vers 16 heures. Il m'a regardé, et il a tout de suite compris qu'il s'était passé quelque chose d'important. Il ne m'a pas forcé à parler tout de suite, il a juste ouvert une bière, me l'a tendue, et m'a dit que je pouvais lui raconter quand je serais prêt. Ce soir-là, on a commandé des pizzas et on a regardé un match de basket. Et je lui ai raconté toute l'histoire. Jake a tout écouté sans m'interrompre. Quand j'ai terminé, il m'a demandé ce que j'allais faire. Je lui ai dit honnêtement que je ne savais pas.
Je savais juste que j'avais besoin de recul pour réfléchir à tout ça. Pendant ce temps, le voyage de Sarah avait commencé, et je voyais sur les réseaux sociaux qu'ils étaient bien arrivés en Floride, et qu'ils postaient déjà des photos sur la plage. Ils avaient l'air de bien s'amuser. Et franchement, tant mieux pour eux. Ce soir-là, vers 23h heure locale, elle m'a envoyé un message pour dire qu'ils étaient bien arrivés, et que l'hôtel était très sympa. Je lui ai répondu que c'était bien, et que j'étais content qu'ils soient arrivés sans encombre. Elle m'a demandé comment s'était passée ma journée, je lui ai dit que ça allait, que j'étais à Denver chez Jake. Elle m'a demandé pourquoi je ne lui avais pas dit que j'allais voir Jake, et je lui ai répondu que c'était une décision prise sur le moment. Elle n'a pas répondu après ça, et j'ai supposé qu'elle était probablement sortie dans un bar avec le groupe. Le lendemain matin, je me suis réveillé avec un message de sa part contenant plusieurs photos de leur première journée. Des photos à la plage, au restaurant, et d'autres trucs. J'ai regardé toutes les photos, puis j'ai simplement répondu, ça a l'air sympa, et c'est tout. Ce schéma s'est répété pendant les jours suivants. Elle m'envoyait des photos et des nouvelles de ce qu'il faisait. Je répondais poliment, mais brièvement. Et c'était l'étendue de notre communication. Je pouvais sentir qu'elle commençait à remarquer que je n'étais plus aussi engagé que d'habitude, car ses messages devenaient plus longs, plus détaillés, comme si elle essayait de susciter chez moi une réponse plus développée. De mon côté, je passais un très bon moment à Denver avec Jake. On est allé randonner, on a visité quelques brasseries artisanales, et on a vraiment pris le temps de se raconter ce qui s'était passé dans nos vies. C'était exactement ce dont j'avais besoin. Et j'ai réalisé que je me sentais plus détendu et plus heureux que je ne l'avais été depuis des mois. Jake et moi avons reparlé plusieurs fois de la situation avec Sarah. Il m'a apporté un regard extérieur qui m'a vraiment aidé. Il m'a dit qu'on avait l'impression que Sarah s'était habituée à me considérer comme acquis, et que peut-être, un peu de distance lui ferait prendre conscience de ce qu'elle faisait. Il m'a aussi dit que si quelqu'un te dit que tu n'es pas sa priorité, il faut le croire, et agir en conséquence. Le 4e jour du voyage de Sarah, elle m'a appelé au lieu de simplement envoyer un message. J'étais en randonnée avec Jake, donc je n'ai pas répondu, mais elle m'a laissé un message vocal en disant qu'elle s'ennuyait de moi, et en demandant si tout allait bien, parce qu'elle sentait une différence dans mes messages. Elle disait vouloir avoir une vraie conversation, et elle me demandait de la rappeler. Je ne l'ai pas rappelée ce jour-là, car je ne me sentais pas encore prêt à avoir une grande discussion. Ce soir-là, elle a rappelé, et cette fois, j'ai décroché. Elle m'a demandé tout de suite si j'étais fâché contre elle pour quelque chose. Je lui ai répondu que je n'étais pas fâché, que je lui laissais simplement de l'espace. Elle s'est tue une seconde, puis elle m'a demandé ce que je voulais dire par là. Alors je lui ai rappelé notre discussion juste avant son départ, quand elle m'avait dit que notre relation n'était pas sa priorité à ce moment-là. Je lui ai dit que je respectais ça, et que j'ajustais simplement mes attentes en conséquence. Elle a commencé à dire quelque chose comme quoi je comprenais mal la conversation, mais j'ai alors entendu Marcus en arrière-plan qui parlait d'aller dîner, et elle m'a dit qu'elle devait y aller, mais qu'on parlerait plus tard. Cet appel a duré à peine 5 minutes en tout. Le lendemain, j'ai décidé de prolonger mon séjour à Denver. J'étais censé rentrer ce jour-là, mais je passais un si bon moment avec Jake, et je me suis rendu compte qu'il n'y avait aucune raison de me presser pour rentrer. Le voyage de Sarah ne se terminait que dimanche, et j'appréciais vraiment d'avoir ce temps pour moi, pour réfléchir à ce que je voulais d'une relation. J'ai appelé mon patron et je lui ai demandé si je pouvais continuer à travailler à distance quelques jours de plus. Heureusement, il a accepté, car je ne demande presque jamais de congé, et je pouvais gérer l'essentiel de mon travail tant que j'avais une connexion Internet. C'est à ce moment-là que Sarah a commencé à remarquer que quelque chose avait vraiment changé. Elle m'a envoyé un message pour me demander quand je rentrais, et je lui ai dit que j'avais décidé de rester un peu plus longtemps à Denver, puisque je passais un bon moment. Elle m'a immédiatement appelé pour savoir ce qui se passait, et pourquoi j'avais prolongé mon voyage sans lui en parler. Je lui ai dit que je faisais exactement ce qu'elle avait fait, je prenais des décisions selon mes priorités, sans la consulter d'abord. Elle a répondu que ce n'était pas du tout pareil, parce qu'elle avait planifié son voyage depuis des mois, alors que moi, j'avais juste décidé de partir comme ça, sur un coup de tête. Je lui ai demandé en quoi c'était différent, et elle n'a pas su me donner une vraie réponse, elle répétait seulement que ce n'était pas pareil, et que je devenais bizarre et distant. Je lui ai dit que je n'étais pas bizarre, j'étais simplement honnête sur ma position, et que j'adaptais mon comportement en conséquence. La conversation est devenue un peu tendue, parce qu'elle insistait pour dire que j'avais mal compris ce qu'elle voulait dire en affirmant que notre relation n'était pas sa priorité. Elle a expliqué qu'elle voulait simplement dire que, ce matin-là en particulier, elle devait se concentrer sur les préparatifs du voyage. Mais je lui ai rappelé qu'elle avait mis ce voyage au premier plan depuis des mois, pas juste ce matin-là.
Elle s'est mise sur la défensive, disant que j'étais injuste, et qu'elle avait parfaitement le droit d'être excitée à l'idée de partir avec ses amis. Je lui ai dit qu'elle avait tout à fait le droit d'être heureuse et de prioriser ce qu'elle voulait, mais qu'elle ne pouvait pas s'attendre à ce que je reste simplement là, à attendre qu'elle ait fini avec tout le reste pour penser à moi. C'est là qu'elle a dit quelque chose qui a vraiment confirmé tout ce que je soupçonnais. Elle a dit, « Je ne comprends pas pourquoi tu fais tout un drame. Tu sais que je t'aime, et tu sais que notre relation est solide, alors pourquoi tu ne peux pas juste me soutenir pendant que je m'amuse avec mes amis ?» Et j'ai compris qu'elle ne comprenait vraiment pas le problème. Dans sa tête, parce qu'elle m'aimait, et parce qu'elle croyait que notre relation était stable, cela lui permettait de la traiter comme quelque chose de moins important que le reste, parce que ce serait toujours là. Elle considérait notre relation comme tellement sûre qu'elle n'avait pas besoin d'y accorder d'attention. Je lui ai dit que l'amour ne suffisait pas, s'il n'était pas soutenu par des actes et des choix. J'ai dit que dire à quelqu'un qu'il n'est pas ta priorité, et attendre ensuite qu'il l'accepte parce que tu l'aimes, ce n'est pas comme ça que fonctionnent des relations saines. Elle s'est tue un moment, puis elle a dit qu'elle avait besoin de réfléchir à ce que je venais de dire. Je lui ai dit que c'était très bien, qu'elle pouvait prendre tout le temps qu'elle voulait pour y penser, et que moi, j'allais continuer à profiter de mon temps à Denver. La fin de son voyage a été étrange. Elle m'envoyait des messages de temps en temps, mais le ton avait changé, comme si elle testait ma réaction. Elle m'envoyait des photos, et je répondais poliment, mais je n'étais plus aussi engagé qu'avant. Je ne posais pas de questions, je ne faisais plus de commentaires enthousiastes sur leurs activités. Je traitais ces messages comme s'ils venaient d'une simple connaissance. Pendant ce temps, moi, je passais un moment formidable à Denver. Jake et moi sommes allés voir un match des Rockies, on a visité quelques musées, et on a mangé dans un restaurant incroyable dans les montagnes. J'ai publié quelques photos sur les réseaux sociaux, et je voyais que Sarah les consultait presque immédiatement après que je les poste. Le dernier jour de son voyage, elle m'a appelé et m'a dit qu'elle avait réfléchi à notre conversation, et qu'elle voulait parler quand elle rentrerait. Je lui ai dit que ça ne posait pas de problème, mais que je ne comptais pas être chez moi à son retour, car je profitais encore de mon séjour à Denver. Elle m'a demandé quand je comptais rentrer, et je lui ai dit que je ne savais pas encore, peut-être dans quelques jours. Elle a dit qu'elle voulait vraiment me voir et parler de tout ça en personne. Je lui ai dit que je comprenais, mais que j'allais terminer mon séjour ici d'abord. C'est là que sa voix a commencé à trahir un peu de panique. Elle m'a demandé si j'avais l'intention de rompre avec elle. Je lui ai répondu que je n'avais aucun plan précis, que je prenais simplement les choses jour après jour, en profitant de mes priorités. Elle a perçu l'accent que j'ai mis sur le mot priorité, et elle est restée silencieuse. Puis elle a dit qu'elle commençait à comprendre qu'elle m'avait blessé, et qu'elle voulait réparer les choses. Je lui ai dit que ce n'était pas une question de blessure émotionnelle, mais de vision incompatible d'une relation. Elle m'a demandé ce que je voulais dire, et je lui ai expliqué qu'elle voyait notre relation comme quelque chose de stable, qu'on pouvait mettre de côté dès que quelque chose de plus intéressant se présentait, alors que pour moi, une relation nécessite une attention constante et doit être traitée comme une priorité si on veut qu'elle reste solide. Elle a dit qu'elle n'avait jamais vu les choses sous cet angle, et elle m'a demandé si on pouvait reparler de tout ça quand elle serait rentrée. Je lui ai dit qu'on pourrait parler quand elle voudrait, mais que moi, je continuerais à faire ce que j'avais à faire, jusqu'à ce que je me sente prêt pour cette conversation. Sarah est rentrée de son voyage dimanche, et j'ai vu sur ses réseaux sociaux qu'elle était bien arrivée. Elle m'a envoyé un message ce soir-là pour dire qu'elle était rentrée, et pour me demander quand je pensais être prêt à discuter. Je lui ai répondu que j'étais toujours à Denver, et que je la tiendrais au courant quand je serais prêt. Lundi matin, elle a commencé à m'appeler sans arrêt. J'ai répondu à un des appels, et elle pleurait. Elle disait qu'elle n'arrêtait pas de penser à notre conversation, qu'elle se rendait compte qu'elle m'avait pris pour acquis, qu'elle voulait arranger les choses, et qu'elle voulait savoir quand je rentrerais. Je lui ai dit que j'appréciais le fait qu'elle ait pris le temps de réfléchir à tout ça, mais que j'avais besoin de plus de temps pour faire le point de mon côté. Elle m'a demandé combien de temps, et j'ai dit que je ne savais pas, autant qu'il le faudrait. C'est là qu'elle a vraiment commencé à paniquer. Elle disait qu'elle ne comprenait pas pourquoi je faisais durer les choses, pourquoi je ne rentrais pas simplement pour qu'on règle ça ensemble. Je lui ai dit que je faisais exactement ce qu'elle avait fait. Elle a dit que ce n'était pas la même chose, et je lui ai demandé de m'expliquer la différence. Elle n'a pas su me donner une réponse convaincante, elle répétait seulement que c'était différent, et qu'elle avait besoin de me voir. Je suis resté à Denver 2 jours de plus. Pendant ce temps-là, Sarah n'arrêtait pas de m'envoyer des messages. Elle écrivait de longs paragraphes pour dire à quel point elle était désolée, et qu'elle se rendait compte qu'elle avait eu tort de mettre ce voyage avant notre relation. Elle m'appelait plusieurs fois par jour pour me demander quand je rentrerais. Mais voilà ce qui a vraiment confirmé ma décision.
Pendant que Sarah m'envoyait tous ces messages pour me dire à quel point elle était désolée et qu'elle s'ennuyait de moi, je voyais sur les réseaux sociaux qu'elle traînait avec Marcus, Tyler et Joshua. Ils postaient des photos de leur dîner et de leur soirée dans des bars, apparemment en train de prolonger l'ambiance des vacances, même après leur retour. Elle me disait à quel point je lui manquais et qu'elle voulait réparer notre relation, mais elle continuait à passer du temps avec les mêmes personnes qui avaient été plus importantes que moi pendant des mois. Ça a confirmé tout ce que je pensais déjà à propos de sa façon d'envisager une relation. Quand je suis finalement rentré chez moi mercredi, je n'ai pas prévenu Sarah. Je suis simplement rentré dans mon appartement et j'ai repris tranquillement ma routine habituelle. Elle m'a envoyé un message dans la soirée pour me demander si j'étais disponible pour discuter, et je lui ai répondu que j'étais rentré. Elle est venue chez moi en moins de 40 minutes. Elle avait l'air épuisée, comme si elle n'avait pas beaucoup dormi. Elle a tout de suite commencé à s'excuser, en disant qu'elle comprenait maintenant qu'elle avait eu tort. Elle a dit qu'elle voulait changer, et accorder enfin à notre relation la priorité qu'elle méritait. J'ai écouté tout ce qu'elle avait à dire, puis je lui ai répondu que j'appréciais ses excuses, mais que ce que j'avais besoin de voir, c'était des actes, pas juste des paroles. Je lui ai dit que la semaine précédente, j'avais eu un aperçu de ce que ça faisait d'être vraiment une priorité pour quelqu'un, et que j'avais réalisé que j'acceptais bien moins que ce que je méritais. Elle m'a demandé ce que je voulais dire, et je lui ai expliqué que j'avais tout mis de côté pour être là quand j'en avais besoin, qu'il était entièrement présent quand on passait du temps ensemble, sans vérifier son téléphone toutes les 5 minutes, et qu'il m'avait fait me sentir valorisé, simplement en m'accordant toute son attention. J'ai dit que c'est ce que je voulais aussi dans une relation amoureuse. Sarah a dit qu'elle comprenait, et qu'elle voulait être cette personne pour moi. Je lui ai dit que j'espérais que c'était vrai, mais que j'avais besoin de le voir de manière constante, sur le long terme, et pas seulement quand elle avait peur de me perdre. On a parlé encore pendant 2 heures, et elle n'arrêtait pas de demander ce qu'elle pouvait faire pour arranger les choses. Je lui ai dit qu'il n'y avait rien de précis à faire. Elle devait simplement décider quelles étaient ses vraies priorités, et faire en sorte que ses actions soient cohérentes avec ses paroles. Elle a dit que notre relation était sa priorité, et je lui ai répondu que c'était bien de l'entendre, mais que le vrai test, ce serait son comportement dans les jours et semaines à venir, pas ce qu'elle disait maintenant. Cela fait maintenant 3 semaines, et honnêtement, pas grand-chose n'a changé. Sarah fait beaucoup d'efforts pour passer plus de temps avec moi et être plus attentive, mais ça semble forcé et temporaire, comme si elle faisait tout pour bien se comporter parce qu'elle a peur que je parte, et non pas parce qu'elle a vraiment changé sa façon de voir les choses. Elle continue à passer beaucoup de temps avec Marcus, Tyler et Josh. Rien que la semaine dernière, ils sont allés ensemble à un concert, et Sarah a passé toute la journée avant l'événement à discuter avec eux dans leur groupe, pour parler de leur tenue et de leur point de rendez-vous. C'était comme un remake de la situation des vacances. Quand je lui ai fait remarquer ça, elle a dit que ce n'était qu'un concert, et que ce n'était pas comparable aux vacances, mais je voyais bien cette même énergie obsessionnelle de planification, cette façon de rester scotché à son téléphone. Alors je lui ai dit que je pensais qu'on devrait faire une pause. Pas forcément rompre, mais arrêter de faire semblant que tout allait bien alors que ce n'était clairement pas le cas. Elle a paniqué et m'a dit qu'elle faisait de son mieux, et que ce n'était pas juste de ma part d'abandonner. Je lui ai répondu que je n'abandonnais pas, je faisais simplement preuve de réalisme sur notre incompatibilité. Elle voit la relation comme quelque chose qui est là pour elle, disponible dès qu'elle est prête à s'y consacrer. Moi, je pense qu'une relation demande une attention régulière et qu'elle doit être une priorité si on veut qu'elle fonctionne. Elle a dit qu'elle pouvait changer, et qu'elle comprenait maintenant ce dont j'avais besoin. Mais pendant qu'on avait cette conversation, Marcus lui a envoyé un message, et elle a immédiatement pris son téléphone pour lui répondre. Quand je lui ai fait remarquer que ça confirmait exactement ce que je disais, elle a répondu que ce n'était qu'une réponse rapide, que ça ne voulait rien dire. C'est là que j'ai compris que rien n'allait vraiment changer. Elle était peut-être plus consciente du problème, mais ses réflexes, son comportement naturel restaient les mêmes. Elle continuerait à donner la priorité à ce qui lui semblait le plus urgent ou le plus excitant à l'instant présent, en s'attendant à ce que notre relation soit toujours là, en attente, prête à reprendre dès qu'elle voudrait s'y consacrer. Alors je lui ai dit que je pensais qu'on devait rompre officiellement. Elle s'est mise à pleurer, me suppliant de reconsidérer ma décision, disant qu'elle ferait tout pour que ça marche. Je lui ai dit que le problème, ce n'était pas qu'elle ne ferait pas tout, c'est qu'elle ne comprenait tout simplement pas ce qu'il fallait faire. Depuis, elle m'envoie des messages sans arrêt, elle m'appelle, elle vient chez moi. Elle a même fait appel à ses amis, qui m'ont aussi envoyé des messages pour me dire que j'étais trop dur, qu'elle m'aimait vraiment, et qu'elle avait juste fait des erreurs. Mais voilà ce qui en dit long. Même maintenant, alors qu'elle prétend se battre pour notre relation, elle continue à donner la priorité à son groupe avec Marcus et les autres.
Je vois sur les réseaux sociaux qu'ils sont déjà en train de planifier un nouveau voyage pour le mois prochain, et Sarah participe activement à toutes les discussions. Elle me dit que notre relation est la chose la plus importante pour elle, et en même temps, elle organise une nouvelle escapade avec les mêmes personnes qui étaient plus importantes que moi avant. C'est comme si elle n'avait absolument rien retenu de toute cette expérience. Je ne réponds plus à ses messages, car je pense avoir déjà dit tout ce que j'avais à dire. Je lui ai clairement expliqué quel était le problème. Je lui ai laissé des occasions d'y faire face, et elle m'a montré, à travers ses actions, qu'elle n'était ni capable, ni intéressée par les changements nécessaires pour que notre relation fonctionne. Certaines personnes disent que j'ai mal géré les choses, que j'aurais dû mieux exprimer mes sentiments dès le début au lieu de partir pour Denver, mais je pense au contraire avoir été parfaitement clair. Je lui ai dit exactement ce que je ressentais et ce dont j'avais besoin. Et elle m'a dit très précisément à quelle place je me situais dans ses priorités. Tout ce qui s'est passé ensuite n'a été que la conséquence logique de cette conversation. Je ne crois pas que ce soit une erreur de refuser d'être le plan de secours de quelqu'un. Je ne pense pas que ce soit mal de vouloir être avec une personne qui choisit de faire de notre relation une priorité constante, pas seulement lorsqu'elle a peur de la perdre. Et je ne crois pas non plus avoir tort de croire les gens quand ils me montrent qui ils sont et ce qui compte vraiment pour eux. Donc, si disparaître quand ma copine m'a dit que je n'étais pas sa priorité, puis rompre avec elle quand son comportement n'a pas changé, fait de moi le méchant, alors soit. Mise à jour 1. Sarah a découvert ce post. Je ne sais pas comment, peut-être qu'une de ses amies l'a vu et a reconnu l'histoire, mais elle m'a appelé hier matin, complètement furieuse, exigeant de savoir pourquoi je rendais publique notre vie privée, et pourquoi je la faisais passer pour la méchante aux yeux d'inconnus. Je lui ai dit que je n'avais utilisé aucun vrai prénom, et que je voulais juste avoir des avis extérieurs sur la situation. Elle a dit que ça n'avait aucune importance, parce que n'importe qui nous connaissant pourrait deviner qu'il s'agissait d'elle. Elle m'a accusé d'être vindicatif, et de chercher à la faire passer pour une mauvaise copine. Ce qui est ironique, c'est qu'elle était plus en colère à propos du fait que j'ai posté sur Reddit, qu'elle ne l'avait jamais été au sujet des véritables problèmes dans notre relation. Elle a passé 20 minutes à me crier dessus, me disant qu'elle était humiliée, que des gens la traitaient de tous les noms et disaient qu'elle était une petite amie horrible. Mais elle n'a pas pris une seule seconde pour parler du vrai sujet. Ensuite, elle a dit quelque chose qui m'a définitivement convaincu que j'avais eu raison de mettre fin à la relation. Elle a dit: « Je n'arrive pas à croire que tu laisses une bande d'étrangers sur Internet te convaincre de jeter 2 ans de relation à la poubelle. » Je lui ai répondu que ce ne sont pas des étrangers sur Internet qui m'ont convaincu de quoi que ce soit. Ce sont ses propres paroles et ses propres actes. J'ai ajouté que si elle se préoccupait plus de son image auprès d'inconnus en ligne que de la manière dont elle me traitait dans notre relation, alors ça prouvait exactement ce que je disais depuis le début. Elle m'a raccroché au nez, mais quelques heures plus tard, elle m'a envoyé un message pour me dire qu'elle voulait qu'on se voie en personne, pour discuter sans témoin. Je lui ai répondu que je ne pensais pas qu'il restait quelque chose à discuter, et que j'étais en train de passer à autre chose. C'est à ce moment-là que les choses ont commencé à devenir étranges. Elle s'est pointée chez moi vers 20 h avec une bouteille de vin et un sac de plats à emporter de mon restaurant préféré. Elle a dit qu'elle voulait cuisiner pour moi et passer une belle soirée comme avant. Je lui ai dit que j'appréciais le geste, mais que je n'étais pas à l'aise avec le fait qu'elle se présente chez moi sans prévenir, surtout après notre rupture. Elle s'est mise à pleurer et a dit que je lui manquais, qu'elle savait qu'elle pouvait réparer les choses si je lui donnais une autre chance. Mais voilà ce qui m'a vraiment marqué. Pendant qu'elle était là, en pleurs, en train de me dire combien je lui manquais, son téléphone vibrait sans arrêt à cause des notifications. Et je voyais sur son écran verrouillé que c'était encore le groupe avec Marcus et les autres. Même pendant cette tentative émotionnelle de me reconquérir, elle n'arrivait pas à ignorer ce groupe. Elle jetait des regards vers son téléphone toutes les 30 secondes, et je voyais qu'elle mourait d'envie de lire les messages. Après une dizaine de minutes, elle a même dit « Désolé, je devrais peut-être vérifier, ça peut être important », puis elle a regardé son téléphone. J'ai juste éclaté de rire, parce que c'était tellement représentatif de ce qu'elle est. Elle essaie de me convaincre que je suis sa priorité, tout en donnant clairement la priorité à son téléphone et à ses amis, même au moment où l'on parle de notre relation. Je lui ai dit qu'elle devait partir, et que toute cette scène ne faisait que renforcer ma décision de mettre un terme à notre histoire. Elle s'est fâchée, m'accusant d'être injuste, et de chercher des excuses pour rester séparés. Je lui ai répondu que je n'avais pas besoin de chercher des excuses, elle m'en fournissait de nouvelles en temps réel. Elle est finalement partie vers 21 h, mais pas avant de me dire que j'allais regretter d'avoir laissé partir quelqu'un qui m'aimait autant qu'elle. Je lui ai répondu que si c'était ça, sa définition de l'amour, alors nous n'avions clairement pas la même. Depuis, elle n'arrête pas de m'envoyer des captures d'écran de commentaires de personnes qui la défendent sur le post, comme si ça allait me faire changer d'avis.
Elle m'a envoyé un commentaire disant quelque chose comme « Tout le monde mérite de s'amuser avec ses amis », et elle a écrit « Tu vois, pas tout le monde pense que je suis une mauvaise personne ». Je n'ai répondu à aucun de ces messages, parce que je pense qu'elle passe complètement à côté du vrai problème. Personne n'a dit qu'elle était une mauvaise personne parce qu'elle voulait s'amuser avec ses amis. Le problème, c'est qu'elle a systématiquement donné la priorité à tout le reste au détriment de notre relation, et qu'ensuite, elle s'est énervée quand j'ai cessé d'accepter ce traitement. Et voici sans doute la partie la plus révélatrice. J'ai appris, par la copine de Tyler, Emma, que Sarah racontait une version complètement différente de l'histoire. Selon Emma, Sarah dit aux gens que je suis devenu jaloux de son voyage et que je lui ai lancé un ultimatum, et comme elle n'a pas annulé ses vacances, j'ai rompu par dépit. Ce n'est même pas proche de la vérité. Mais cela me montre que Sarah ne comprend toujours pas, ou refuse d'admettre, ce qu'elle a vraiment fait de mal. Emma m'a aussi dit quelque chose d'intéressant. Elle a raconté que pendant le voyage en Floride, Sarah était sans arrêt sur son téléphone, qu'elle avait l'air distraite, comme si elle s'inquiétait pour quelque chose à la maison. Emma lui avait demandé, et Sarah avait répondu qu'elle était préoccupée par le fait que je réagissais bizarrement au sujet du voyage. Donc Sarah savait que j'étais contrarié, elle savait qu'il y avait un malaise. Mais au lieu de m'en parler franchement, elle a préféré espérer que ça s'arrangerait tout seul. Et quand j'ai arrêté d'accepter d'être traité comme un simple supplément dans sa vie, elle a agi comme si ça sortait de nulle part. Je pense que j'en ai fini avec toute cette histoire. Sarah peut raconter la version qui l'aide à se sentir mieux, mais moi, je sais ce qui s'est réellement passé. Et je suis en paix avec ma décision.